Maintenant, je vais te faire une confidence. J'adore l'histoire de l'art. J'adore l'art tout court. Et je me rappelle d'une prof d'espagnol dont je suis vraiment plein de gratitude pour elle. Elle m'a mis en relation avec des œuvres espagnoles, Goya, Velázquez, Dali. Et on faisait des exercices qui m'ont beaucoup plu, que j'ai jamais vu dans aucune autre classe de toute ma vie, vraiment de toute ma vie. Elle nous invitait à commenter les œuvres. Et à un moment donné, elle a dit Farzad a un talent là-dedans, Farzad a un génie là-dedans. Et c'est extraordinaire comment il arrive à voir le sens caché qu'il y a dans les tableaux. Et moi-même, je me surprenais à ça. C'est-à-dire que j'arrivais à voir, et j'étais curieux surtout de voir quel est le sens que l'auteur, que le peintre, que le dessinateur a voulu mettre derrière son œuvre. Qu'est-ce qu'il a voulu cacher, qu'est-ce qu'il a voulu faire apparaître. Et ces heures qu'il a passées derrière cette œuvre. Tu vois, nous on fait une vidéo en 15 minutes, on fait un film en 1 heure, on fait un livre très rapidement, on est dans la société de consommation, tout va très vite. Mais à l'époque, quelqu'un qui faisait un tableau, peut-être il y passait 6 mois, il y passait 1 an, 2 ans, il y a des œuvres sur lesquelles il passait 5 ans. Il y avait toute une philosophie là derrière, c'est-à-dire que c'est son âme qui passait là-dedans. Et ce qui était vraiment très intéressant pour moi, d'aller voir qu'est-ce qu'il avait, et pas pendant quelle période de sa vie, qu'est-ce qui lui est arrivé pour, par exemple, Goya, tout à coup il est rentré dans la noirceur, des choses sombres, des pensées qui lui venaient, c'était complètement lugubre. Et puis à un autre moment, c'était la joie, c'était la couleur, c'était la convivialité. C'était vraiment très curieux pour moi parce que ça me montrait comment on peut plonger à l'intérieur de l'être humain à travers ses œuvres, à travers ce qu'il montre de lui, de son intimité, de sa profondeur en toute transparence. Et j'ai fait une série de vidéos, quand j'ai commencé sur YouTube, à filmer et à faire des interviews de peintres et d'artistes et de sculpteurs qui ne sont pas connus du tout, pour certains, pour la plupart. Mais c'était passionnant pour moi et tout à coup je me suis rendu compte que pendant l'exposition où j'étais en train de faire ça, c'est la relation qu'il y avait avec les gens qui faisait que c'était un art. Du coup je commençais à inviter n'importe qui à venir et à témoigner devant des tableaux qu'il n'avait pas fait. Et en fait, le tableau qui était en train de se produire, c'était celui qui était sous nos yeux, c'est-à-dire le tableau de la vie. Et tu vois, là, j'étais de plus en plus décomplexé par rapport à l'art, par rapport à l'histoire de l'art, parce que tu vois, la manière dont on me l'avait enseigné à l'école, avant cette prof d'espagnol, c'est une manière très pompeuse, où je me sentais vraiment humilié, où je sentais que j'étais d'une classe sociale inférieure, et que je pourrais jamais atteindre le niveau de ceux qui en parlent comme ils parlent parce que leurs parents en parlent à la maison alors que moi non, parce que leurs familles vont à des musées, vont dans des concerts, vont voir des pièces de théâtre, d'opéra, alors que moi non. Et je n'avais pas ces capitales-là. Tout ce que j'avais, c'est de pouvoir moi-même, par mes propres moyens, aller faire cette rencontre. Toi-même, de t'interroger là-dessus. Quelles sont les choses que tu t'es interdit parce que tu t'étais donné une image qui était fausse, qui était mensongère, qui te disait ben non j'y arriverai pas, c'est pas mon truc, ma famille n'a jamais fait ça, c'est pas dans mes cordes, je suis pas de cette classe sociale là. Essaie d'identifier ça, essaie de le voir en toi et de le faire mentir, c'est-à-dire tout de suite de passer à l'action et de faire semblant que tu connais, de faire semblant que tu es un expert, de faire semblant que tu adores ça et que tu y vas en fait, et tu fonces dedans, tu te plonges dedans. Tu vas voir qu'un monde s'ouvre à toi et la manière dont il s'ouvre à travers toi, c'est différent que la manière dont il s'est ouvert dans la classe sociale supérieure. Et tu seras alors une porte pour ceux qui n'ont jamais osé ouvrir leur. Tu seras une porte pour tous ceux qui n'ont jamais osé voir cette lumière au fond de leur âme qui leur dit « Hé, toc toc toc, c'est par ici que ça se passe, pas là-bas dans le monde. Arrête de délirer, reviens ici et cesse toutes ces batailles-là que tu as en toi. » Et si tu fais ça, tu vas avoir une interprétation du monde qui va intégrer tout le monde. Tu vas intégrer tout le monde. Et tu ne vas reculer devant rien pour prendre les opinions des uns et des autres
les amener dans le giron de ta parole et d'en faire quelque chose qui mérite des paraboles. Non, ça fait 2 mois. Et ouais, c'est ça, on est à... Comment tu t'appelles? Il y a 2 mois, Antoine. 1 an. Oh, Antoine. Et du coup, en fait, Antoine, Antoine de Saint-Exupéry. Exactement. Et alors donc tu disais que tu vois pas. Il y a quelque chose qui... Que j'ai peu d'espoir sur ce moment-là que tu décrivais, le moment où tous les humains se retrouveront au pied du mur de cette mémoire que tu évoquais. Oui. La mémoire des conflits infinis. Et donc j'ai peu d'espoir que ce moment-là... Bonjour. C'est le Joseph. C'est vrai toi? C'est toi qui étais en train de parler depuis tout à l'heure. Je dis, ah, ça cause bien là, j'ai envie d'aller rejoindre la conversation. Ça va? Ouais, viens. T'as dormi où En finalement? train de manger ici là. Donc voilà, j'ai peu d'espoir que ce moment-là arrive. Mais peut-être que tu vas me convaincre qu'il arrivera, ce moment-là. Oui, le moment où les gens se rendront compte qu'ils sont au pied du mur. Ouais. Mais alors Toi, c'est quoi qui te convainc de ça? Que t'as espoir que ça arrive? moi j'ai pas espoir que ça arrive. En fait, c'est ce qui est là maintenant. C'est un état de fait là maintenant qu'on peut observer, qu'on peut fuir. D'ailleurs, tu sais, si on observe bien, l'être humain fuit dans certaines choses pour oublier ça. Inconsciemment, il sait que c'est ça. Il fuit dans l'alcool, il fuit dans la drogue, il fuit dans les luttes qu'il se propose à lui-même. Quelque part pour oublier sa misère. Pour oublier qu'il est dans un truc qu'il ne comprend pas. Tu vois? Mais s'il s'arrête un instant, il le voit. Il voit toute l'ampleur de la supercherie. J'adore votre top du petit déj, les gars. T'as goûté ça? Non. C'est une tuerie. La première fois que je vois caramel avec du sucre. Ouais, C'est bon. comment ton prénom? Antoine. Antoine, je te présente Joseph. Ouais, Joseph de Saint-Joseph. ça même. La street me croyait même pas, il dit c'est vrai. Joseph est enseignant, Non, je suis orthophoniste. orthophoniste. Mais j'aime transmettre. C'est un de mes verbes. Sarah Roubateau a écrit Trouve le verbe de ta vie. Et je crois que c'est important de trouver le verbe de sa vie, parce que ça permet, souvent on cherche notre métier, mais si tu trouves le verbe de ta vie, ça te donne déjà une direction. Parce qu'il y a plein de... Tu sais, c'est comme en CNV, tu as des besoins, mais il y a plein de manières de nourrir ce besoin par différentes stratégies. Et si tu trouves le verbe, après tu trouveras peut-être plusieurs pistes professionnelles pour faire ta carrière, quoi. Et moi, transmettre, ouais, c'est vraiment au cœur de... J'en ai trouvé 3 en fait. Je pouvais prendre soin, c'est pour ça que je suis rentré dans le soin par la porte de l'orthophonie. C'est pour ça que je me forme en médecine ayurvédique et en psychologie. J'aime bien avoir une approche un peu holistique. Je voulais être kiné à la base. Enfin, je voulais être médecin, je voulais être infirmier, enfin, que des trucs où il fallait prendre soin. Vétérinaire d'abord quand j'étais bébé. Mais non, pour moi c'est créer des liens. Ce dont on parlait tout à l'heure, Antoine. On parlait du processus de la mémoire qui se répète dans le temps. Ouais. Et nos actions sont faites par ce processus. Aujourd'hui, la plupart de nos actions prennent comme matière première la mémoire qui se répète dans le temps. Et souvent, si tu observes, il a une raison. Il a une cause. D'ailleurs, ce qui a une cause a un effet, et c'est ce qui fait le temps. Tu vois? Et tant qu'on est là-dedans, tant qu'on a un pourquoi, tant que la psychologie et la pensée peuvent se poser sur quelque chose, on a un problème. Parce que sans problème, il n'y a plus de relation de cause à effet. Il y a juste ce qui est. Et le seul organisme aujourd'hui qui a, de par le monde, de par le règne végétal, animal, c'est l'humain
qui a beaucoup de problèmes. Parce qu'il a comme matière première, en tant que fondation de vie, la mémoire qui se répète dans le temps. Et alors, tu sais, moi quand je dis ça, on vient me répondre, mais comment on fait alors? Parce que sans pourquoi il n'y a plus d'action. Mais en fait, sans pourquoi il n'y a plus d'ego. Et il n'y a plus d'ego qui est mis en action. Tu vois? Du coup, il y a autre chose. Ça veut dire que l'action a une autre définition. Et cette action-là, elle a une précision et une portée qui est inimaginable. C'est-à-dire que en état de cause, ton cerveau ne peut pas en capter toute la complexité. Si tu regardes un arbre, par exemple, tu peux étudier les racines, tu peux étudier le tronc, les feuilles, le fruit, l'histoire de l'arbre, tu sais ça fait combien de millions d'années qu'il est là, la genèse de son espèce, mais toujours tu sais pas ce que c'est ce truc-là, qui s'élance dans le ciel et qui fait des feuilles et qui fait de la photosynthèse. Tu sais ce qu'il fait, mais tu sais pas ce que c'est. Tu vas jusqu'au bout de l'atome, tu demandes au physicien, c'est quoi? Il va te dire, bah oui, on peut en faire de la fusion, de la fission, du machin. Mais il sait pas ce que c'est. Parce qu'il est pris dans un piège mental, psychologique, où il y a une cause. D'ailleurs, il cherche la cause de tout ça. Tu vois? Et sans cause, il pense qu'il n'y a pas de pourquoi. Sans pourquoi, il n'y a pas de sens. Sans le sens, il y a le vide de sens. Il sent que c'est un truc dépressif, quoi. Ça vaut pas la peine d'être vécu. Alors que c'est dans ce vide de sens que se trouve l'identité réelle de l'être humain. Depuis lequel il agit. L'être qui s'est habillé d'humain agit depuis l'être, pas depuis l'humain. L'humain est l'instrument, l'être est l'instrumentiste. Donc, par exemple, tu veux observer, faire un documentaire sur les actions qui se produisent, tu peux voir si c'est l'instrument qui a voulu prendre le jeu pour lui-même, ou alors si c'est l'instrumentiste qui joue. Tu vois, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est l'humain qui est à l'œuvre avec son ego ou si c'est l'être? Tu vois, et observer ça, c'est quelque chose de très très grand. Tu vois, parce que l'humain, durant toute sa vie, il ira d'un point A à un point B. Point A, c'est sa cause. Point B, c'est son but. Tu vois, il commence à 0 € de l'heure. Puis à un moment donné, il gagne 10 € de l'heure. Après, il veut 30 € de l'heure. Tu vois. Ou alors, il a un métier qui n'a pas de sens et il veut un métier qui a du sens. Point A, point B. Mais dès lors qu'il se rend compte de la limite de l'humain et que son origine, c'est l'être, il passe d'un point A à un point A plus élevé. Il arrête d'aller d'un point A à un point B. Il veut pas un meilleur café qui vient de je sais pas d'où. Il veut pas de meilleurs amis qui sont d'une meilleure classe sociale. Il vit l'instant, mais comme si c'était le dernier. Et c'est d'une intensité qui est à couper le souffle. Donc c'est d'un point A à un point A plus élevé, plus d'amour, plus d'affection, plus d'attention. Une attention claire, une attention qui est bien orientée. Tu vois? Et toi, comment tu expérimentes ça personnellement? Parce qu'on voit bien que si tu en parles comme ça, c'est que tu le vis en partie. Quelles sont les... Justement, je parlais de stratégie tout à l'heure. Quelles sont les stratégies qui, pour toi, ont été nourrissantes et efficaces pour cette pleine conscience? Parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement. On en parlait avec une jeune femme hier. Et en fait, elle, c'est une physicienne. Ouais. Une scientifique, et elle me disait, moi je veux connaître le processus de ça. Ouais. Et je dis, en fait, cette chose qu'on est en train d'observer là maintenant, on ne peut pas l'observer plus tard. À moins que ce plus tard là, ce soit juste maintenant. D'accord? Faille spatio-temporelle. Donc là... Ah bah c'est une physicienne, vous avez parlé un peu voilà. de théorie des cordes. En fait, pour connaître ça, il n'y a pas de processus, il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas de... D'abord tu fais ci, ensuite tu fais ça. Parce que quand on fait ça, on passe à côté de l'instant présent. Ouais, bah en fait, on incorpore le temps. On met du temps.
Donc du coup, quand tu mets du temps, regarde ce qui se passe. Tu te dis, c'est le monde qu'on va construire demain. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle comme ça, Demain. D'accord? Mais ce demain-là, il n'existe pas. C'est un demain imaginé. Tout ce qu'on a, c'est ce qu'il y a là maintenant. D'accord? C'est un état de fait. Alors ce qu'il y a là maintenant, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, pour le meilleur et pour le pire, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'il y a là maintenant. C'est-à-dire que le moment où tu te rends compte qu'il n'y a rien à changer, tu peux rien changer à tout ça. Ça demande du courage. Ça demande énormément de courage. Et tu te rends compte que tu es au pied du mur. Et là, le hamster, il s'arrête. Le hamster qui tourne dans la tête, qui veut trouver des solutions. Et il voit le monde, il pose sur le monde un regard sans condition. Et ce regard-là change le monde. Le regard libéré de l'individu et des solutions qu'il veut, d'accord, de tout ce qu'il veut, change tout. S'échappe du réel, quoi. Non, il rentre dans le réel. Il rentre dans la vérité du réel. Ah oui, en regardant le mur. En regardant le mur. Ouais. Et quand il voit le mur, quand il ne le regarde pas, quand il cherche les solutions, c'est là où il s'échappe du réel et finalement il perpétue un rêve d'un truc mieux. Oui. Mais c'est pas la réalité, quoi. Non. Yes. Comment tu l'observes, oui? C'est dans bonjour. Salut, Comment tu... On aurait besoin d'un peu de feu si possible. À l'intérieur. Pour faire du café. Super, merci bien. Salut Cataline, ça va? Bonjour. Bonjour. Oui, on va. Tu vois, un événement comme celui-là, je pensais voir plus de monde, tu vois. Je ressens pas. Je suis obligé de passer dans un état de déception parce que j'en attendais beaucoup et parce que je connais Martine, je l'ai interviewée justement dans le cadre du documentaire et elle me donne beaucoup d'espoir, tu vois. Bien sûr. Et cet événement, elle en parle depuis un petit moment. Bien sûr. Et ça s'appelle La Rencontre des Possibles. Ouais. C'est hyper lumineux, tu vois, comme espoir. Et en fait, t'arrives et tu sens pas cet engouement, tu vois, que je projetais un peu sur cet événement. Parce que pour toi, l'engouement se traduit par un nombre de personnes. Par une énergie, c'est pas forcément je compte les personnes. Et alors l'énergie, qu'est-ce que t'en ressens? Je trouvais que... Là, on est 4, 6. Mhm. Je trouve qu'il y a une énergie déjà très intense. Carrément. J'étais dans ma tente, j'attendais qu'une seule chose, c'était d'enfiler mon truc. Parce que je vous entendais causer quelques bribes et tout ça. Je me dis, allez, ça y est, la journée commence, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire parce que je suis passé par là une microseconde quand je suis arrivé. Je dis, mais il n'y a pas plus de monde. J'étais persuadé que ce serait blindé. Et en fait, évidemment, le premier réflexe, comme tu dis, mais ça a duré une demi-seconde. Hein. Je me suis dit, non, mais c'est dommage. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de monde. Mais par contre, je ne l'ai pas du tout analysé, ni ressenti, ni compris, ni traduit comme un manque d'engouement. Bon, après, c'est vrai que ça fait des années que je vis à La Réunion et que je sais ce qui se passe partout. Ça phosphore dans tous les sens. Il se passe des trucs de dingue. Mais simplement, ça doit être une conjonction de facteurs. Et peut-être aussi un défaut de communication, hein, j'en sais rien. Je vois que Martine, elle, sur son mur perso, a beaucoup communiqué. Ouais. Mais s'il n'y a que les amis de Martine, c'est peut-être pas suffisant. Ouais. Et je disais, peut-être qu'on est à l'ère de la professionnalisation, entre guillemets. Parce que moi, ça fait 20 ans que je suis dans les trucs alternatifs. Et je pense qu'à un moment donné, pour pouvoir toucher un public autre que des gens déjà convaincus, ou des gens qui sont déjà des amis, ou déjà des relations Facebook, il y a peut-être besoin de faiseurs de changement comme Martine, comme d'autres, qui font leur truc, c'est-à-dire organiser ça, mettre en lien ça. Et puis après, il y a d'autres personnes qui doivent backer ça et communiquer là-dessus, mais de manière pro et de façon à toucher d'autres personnes. Et après, il y a aussi peut-être un autre facteur qui est très intéressant. Moi, j'ai organisé beaucoup d'événements comme ça, gratuitement. Et malheureusement, on est dans un monde où aujourd'hui, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Souvent, ce qui n'a pas de prix pour les gens, ça n'a pas de valeur. Quand ça n'a pas de prix, les gens s'inscrivent, puis au dernier moment, ils viennent pas, et puis rien à foutre pour la personne qui a organisé. Parce que, c'est pas payant, alors bon. Par contre, il y a un mec qui a organisé un truc payant, c'était blindé. Mais pourquoi? Parce que là, il était dans une logique que tout le monde connaît, avec une stratégie marketing. On a prévu, on a payé un gars pour communiquer, pour diffuser sur les radios, sur les machins. Et puis surtout, comme ça a un prix, il y a plein de gens qui se sont dit, ouais, ça doit être un bon truc. Inconsciemment, je dis pas que c'est... Ah bah oui, non mais bien sûr. Voilà, mais ça joue beaucoup. Effet, moi, j'organisais... Parce que l'argent, c'est de la valeur, donc si tu payes, ça a de la valeur. Voilà. Si tu
sinon c'est... Il y a souvent... Enfin, c'est un raccourci. Hein. Même si la limite de ça, c'est que dans la conscience aussi des gens, si c'est trop cher, ils ne vont pas y aller. Ouais, c'est le juste prix. C'est la logique du juste prix, tu vois. Et c'est pour ça que depuis des années, des gens essayent des solutions intermédiaires, comme par exemple participation libre et consciente, qui a ses défauts, qui a ses limites. Hein. Mais peut-être que de mettre... Peut-être que s'il y a juste, sans aucune différence sur la communication, il y avait eu un prix un peu symbolique, tu vois, 3 €, je sais pas, 5 €, 5 €, j'en sais rien. Et ben peut-être que juste ça aurait suffi. Don libre avec une cagnotte. Alors, don libre, tu vois, ça fait dans la tête des gens, bah c'est gratos, si je veux, je viens, je paye pas. C'est pour ça que je disais, il y a les limites à la participation libre et consciente. Je l'ai expérimenté pendant des années, c'est très intéressant. Mais il y a des fois, d'ailleurs Sarah Roubateau, que vous avez vu hier pour son spectacle. Elle m'a beaucoup parlé de toi d'ailleurs. Ah bon? Elle m'a dit, ce gars-là, il a de la distance par rapport aux choses. Elle m'a dit, pour tes interviews, là, t'as trouvé du monde? J'ai dit non, il n'y a pas de substance. Elle me dit, comment ça? Je lui dis, c'est toujours les mêmes pensées qui se répètent. Elle me dit, il faut des gens qui ont du recul. On va voir Joseph. Je lui dis, Joseph, c'est un Joseph. Elle me dit, ouais. On a rigolé l'autre soir, on a rentré. Et tu vois ce que t'as dit là en arrivant? T'es arrivé, t'as dit, j'ai entendu votre conversation, j'ai ressenti l'énergie qu'il y avait. Et je me suis dit, faut que je mette mon pantalon, je suis là, j'arrive. Tu vois, je plonge dans la piscine. Et ben, cet élan-là est au-dessus de celui qui s'est fait aguicher par une publicité, une communication, un rêve, un espoir. Le problème de ça, c'est que c'est spontané. Le problème de ça, c'est que c'est pas organisé. Le problème de ça, c'est que dès que ça commence à être organisé, ça disparaît. Il n'y a plus le côté spontané, justement. Il n'y a plus ça. Dès que ce quart de seconde, il vient s'immiscer dans ta vie, tout le reste disparaît et ça devient en fait un mécanisme de se rencontrer pour changer le monde. Tu changes rien en fait, tu répètes tout le temps de la même chose. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit en sortant de la conférence hier sur l'agriculture. Mais c'est pour ça qu'en fait, je veux créer un lieu. Juste un lieu. On est quelques-uns à partager une vision, hein. Évidemment, gouvernance partagée, permaculture. Alors peut-être tu vas être en prise au même problème, certainement. Il faut changer l'hypothèse. Quelle est l'hypothèse qui fait que tu veux créer un lieu Moi, où les gens conscients se réunissent? C'est créer du nous. Créer du nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Tu veux créer du nous, mais l'hypothèse, par quelle hypothèse tu rentres là-dedans? Alors, il y a plusieurs hypothèses à ça. D'ailleurs, une de celles-là m'a conduit à exercer le métier que j'exerce aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, un de nos besoins mais fondamentaux, c'est d'être en lien les uns avec les autres. Et ce besoin, j'observe dans la société que depuis des décennies, il est vraiment de plus en plus mis à mal. Parce qu'on a un mode de vie, on travaille, on rentre le soir, on est fatigué. Moi j'ai pas la télé, mais souvent on met la télé ou on met autre chose. Enfin, moi je vais lire mes articles, voilà, mais on se referme un petit peu d'un trop-plein. Et en tout cas, on n'est pas autant en lien. La famille qui avant comprenait, je sais pas, 10, 12, 15 membres, maintenant de plus en plus elle se réduit. Et on a besoin d'être en lien. Avant, il y avait aussi des lieux de commun. La place du village, la boutique, le café. Puis la famille, c'était intergénérationnel. Voilà, tout ça. Donc on a besoin de liens. Et moi, j'observe que non seulement, déjà à la base, nous, en 80, on a besoin de liens. Et d'autre part, je sais qu'avec ce qui nous attend comme défi à l'avenir, ce qui est absolument fondamental, mais vraiment indispensable, c'est qu'on agisse collectivement, c'est qu'on sache travailler ensemble, vivre ensemble. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je suis venu à La Réunion, c'est ça, c'est vraiment cet extraordinaire accomplissement, même si c'est jamais accompli, c'est toujours en évolution, mais que les Réunionnais ont réussi à faire, c'est ça, c'est de créer ce nous-là, de vivre ensemble.
Donc je me dis, vis-à-vis des défis là, qui nous attendent, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on sache travailler ensemble, il faut qu'on sache prendre des décisions ensemble, il faut qu'on sache... voilà. Et comme on ne sait plus trop, on a moins expérimenté, le fait de créer un lieu où on expérimente ça, mais juste on le vit comme ça, comme on est en train de le faire de façon informelle. Je me dis, s'il y a un endroit, il y a une petite épicerie vrac, il y a des gens qui vont venir dans le lieu pour acheter 2-3 bricoles, tu vois, quelques grains, machin. Et puis juste on va se rencontrer, on va se croiser, bonjour, comment ça? Et puis là, imaginons on est en train de discuter, salut Brigitte, comment vas-tu? Et il y a quelqu'un qui arrive, et puis hop, qui rejoint la danse. Non mais tu vois, c'est ça le truc, parce qu'on a un lieu là. Et la rencontre des possibles est un prétexte, une occasion qui attire. Et si on organise régulièrement des choses dans ce lieu-là, donc ça peut être la rencontre des possibles, mais ça peut être juste on va faire cuire notre pain parce qu'on a fait un four à pain et qu'on va faire une soirée pizza. Je veux créer un lieu où nous pourrons nous réunir et agir ensemble. Nous réunir et agir ensemble étant deux hypothèses de la proposition principale. Je veux créer un lieu où l'on pourra. C'est ça? Oui, oui. Et expérimenter, tu vois, un petit laboratoire, un petit... Et aussi, tu sais, quand je te parlais de transmettre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé ce lieu-là, ben, les gens qui viennent peuvent voir cette expérimentation en cours, tu vois. Donc tiens, par exemple le jardin... C'est dans l'action, c'est-à-dire l'action de faire des choses ensemble fait qu'on voit des choses se dérouler, et il y a une transmission qui se fait. Voilà. Donc ça rejoint l'hypothèse de l'action commune, l'action ensemble, l'agir ensemble. C'est ça. Comment vous reposeriez à cette question du je veux créer? Comment vous reformuleriez cette proposition? Par une nouvelle question qui implique. C'est comment je veux vivre, moi, déjà. Comment je veux vivre. Ouais. Donc tu poserais à la question qui l'écoute, comment tu veux vivre? Dandy aurait dit soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Moi j'ai envie de vivre d'une manière en lien avec les autres. Où ce qu'on est en train de faire là, ce soit du quotidien, que ce soit hyper nourrissant. Voilà. Donc comment vivre comme ça, vu que je ne le trouve pas qui existe déjà, je vais mettre ma petite pierre à l'édifice, je vais contribuer à ça, je vais dire j'ai envie de créer ça et de co-créer. Donc moi j'ai cette énergie, mais je sais que je ne suis pas le seul. Comment je crée, comment je contribue, voilà. Comment ceux qui créent et qui contribuent peuvent se réunir et agir ensemble. Ouais. Donc on élabore un peu la proposition là. Ouais. Comment tu le vois toi, Valentine? Non, Astrid. Astrid. Sa proposition. Comment tu... Non, pas de commenter sa proposition, mais quelles questions tu poserais? D'accord? Quelles nouvelles hypothèses tu formulerais dans ta question pour le voir sous un autre angle? Parce que tu vois, la question qu'on se pose, on a beaucoup de réponses, nous les êtres humains. Et on a des entrées mentaux par rapport à chaque question qu'on se pose. Mais jamais on ne revisite la question. Elle nous paraît évidente, alors qu'elle ne l'est pas forcément. Par exemple, sa proposition, on peut la retourner non pas dans le quand, mais dans le qui. Non pas dans l'avenir, mais dans le présent. Tu peux totalement varier les angles à partir de la question. Donc quelle question tu te poses? Donc lui, il a parti d'une question, il a élaboré. Maintenant, oublie ce qu'il a dit. Toi, quelle question tu te poses? Quelle question avec laquelle tu interroges le monde? Toi, tu parlais de comment vivre ensemble. C'est un peu... C'est comment se rassembler. Moi, je parle plus de... Oh, bien dormi. Comment rassembler les humains ensemble. Toi, c'est peut-être plus... Enfin, là, tel que tu l'as décrit, mais je pense que tu penses aussi à ça. C'est plus des actions qui vont rassembler. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe réellement Après, c'est aussi moi, ce qui m'intéresse dans ces rassemblements, sur ces tiers-lieux, sur ces lieux alternatifs, c'est comment tu te connectes aussi avec les autres qui ne se rassemblent pas là et quel lien tu crées, comment tu t'enracines, tu vois, sur les limites de ce tiers-lieu, quoi. Et moi, c'est vrai, enfin, j'ai pas de réponse à ça, mais je me questionne là-dessus. Donc ta question, ce serait comment attirer plus de monde, comment amener plus de monde?
Ou alors pourquoi est-ce que tout le monde ne vient pas à ce genre d'événement? Ouais, c'est un peu les deux. C'est ça? C'est un peu les deux. Pourquoi on n'arrive pas à rassembler finalement tout le monde? Et qu'est-ce qui fait que ce lieu, il est ancré dans son territoire et il va au-delà de ses limites? Il y a deux questions, du coup, il y a comment rassembler tout le monde. Alors déjà, la première, il faut faire un deuil. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis investi dans des trucs associatifs. Ça. On ne rassemblera jamais tout le monde. Et c'est merveilleux, ça veut dire que c'est l'humain dans sa grande biodiversité, dans sa disparité. La biodiversité est très elle est fondamentale, elle est vitale. En permaculture, on parle d'effet de bordure. Il faut qu'il y ait des biotopes très différents qui coexistent et pour que ça frictionne et qu'à l'endroit où ça se rencontre, pouf, c'est là qu'il y a l'explosion d'énergie. Donc c'est génial. Donc d'abord, ce premier truc, c'est un deuil de pas rassembler absolument tout le monde, mais par contre, je suis d'accord avec toi, je partage exactement le même élan. C'est que ce soit le plus riche et le plus divers possible, que ce soit pas, et on avait cette conversation d'ailleurs juste hier, que ce soit pas que toujours les mêmes personnes dans un vase clos, un cercle de convaincus, on dit toujours les mêmes choses, c'est pas intéressant. Et c'est marrant parce que je parlais avec une amie qui elle aussi était en train de créer un lieu, mais qui elle m'a dit j'ai plus le temps là, je suis fatigué, j'ai plus envie de convaincre, de faire de la pédagogie, voilà, et en fait, sur ce point-là, on est vraiment totalement dans des visions différentes, on va dire complémentaires. C'est-à-dire que moi, je dis de toute façon, puisque mon but c'est qu'on avance tous ensemble, on ne peut pas avancer tous ensemble s'il n'y a qu'un noyau qui part loin devant, ou enfin loin dans une direction, il n'y a pas de devant derrière, mais en tout cas, qui part un peu tout seul dans son coin et qui n'a pas un minimum de comment raccrocher les wagons. Donc moi, comment je l'ai vu, il y a plein de façons. Le fait de faire une petite épicerie vrac, ça m'est venu il y a quelques semaines, hein. J'ai pas envie de faire une épicerie vrac. Attends, mais t'imagines l'intendance de ce truc-là, mais qu'est-ce que j'en ai... Mais en fait, je me dis juste, si je fais ça, il y a des gens qui viendront dans ce lieu juste parce que ils vont acheter un peu de trucs en vrac. Et il y en a d'autres qui vont venir pour d'autres trucs. Et sur le terrain, il y a un immense camphrier. C'est un magnifique arbre, c'est celui dont on tire l'huile essentielle de Ravinsara. C'est celui dont on fait le camphre quand on distille le bois, etc. etc. Je me dis, dans ce camphrier, je rêve de faire une cabane. Depuis que je suis arrivé, je suis un vrai gosse, moi j'ai vu cet arbre, je me suis dit, je voudrais faire une cabane. Et puis la maison, elle est un peu en hauteur, je me dis, on pourrait faire un pont de singe, une tyrolienne qui amène à la ravine où on fait des chantiers de restauration de la forêt endémique de la Réunion. Si tu vois ça entre la permaculture, les conférences qu'on organise, les formations, les ateliers, les séminaires qu'on met à disposition un lieu, toi tu as toujours rêvé de faire une formation dans je sais pas quel domaine. Tiens, on peut organiser ça. Et les personnes qui vont venir pour ta formation, celles qui vont venir pour le pont de singe, c'est pas les mêmes. Celles qui vont venir pour la permaculture seront pas les mêmes. Et il y en a qui vont venir pour le vrac, il y en a qui vont venir pour la mise à disposition du lieu comme un espace de coworking et qui a une connexion internet et puis des bons trucs, une bonne ambiance, machin. Ce seront encore pas les mêmes. Et il y a ceux qui viendront parce que moi à chaque fois j'ai un panier grand comme ça là qui est dans la voiture, j'amène ma petite bibliothèque ambulante. Il y a ceux qui viendront parce qu'ils ont une sorte de centre de ressources de documentation et d'information, enfin tu sais une bibliothèque un peu particulière qu'ils trouveront pas ailleurs. Et ils viendront pour ça. Et il y en a d'autres qui viendront parce que ce sont des artistes et qu'ils ont besoin d'un lieu un peu comme une résidence. Il y en a qui viendront parce que ce sont des charpentiers, menuisiers et que participer à la création d'un lieu comme ça leur plaît et qu'ils vont mettre leur savoir-faire et on va faire des ateliers de bricolage ensemble, do it yourself, les low-tech, etc. Enfin bref, le fait qu'il y ait ce lieu, tout est possible. Et le mec, il est arrivé de son tour du monde en vélo et il dit moi j'ai envie de faire du pain. C'est cool, il y a un lieu, tu vois, j'avais rêvé dans 3-4 ans, c'est pas une priorité, de faire un rocket stove avec une partie, on ferait un four à pain, etc. Bon. Là, le gars, il arrive avec son envie maintenant, il a l'énergie pour catalyser ça. Et du coup, ça c'est la première étape, c'est de créer une communauté de personnes très disparates, biodiversité. La deuxième, c'est l'ancrage c'était ta question, l'ancrage dans la société réelle. Et là, c'est ça qui me passionne, parce que là où je suis, c'est pas du tout un quartier alternatif, c'est pas du tout un écolieu, c'est le contraire de ça. Attends, la parcelle... là où je suis moi... Ouais, mais j'ai déjà le lieu en fait. Ah, c'est ok, d'accord. Et oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai une petite case avec un terrain qui donne sur une ravine. Donc il y a ça serait chez toi en fait. Voilà, mais ce lieu-là, je veux le transformer, que ce soit plus chez moi. C'est pour ça, tu sais, on parlait de ça me tient à cœur, c'est mon bébé, c'est mon chat. Ah ouais. Et oui, mais justement, moi, je veux créer ce lieu-là et après, je veux m'en extraire. Je veux aller créer ailleurs. D'ailleurs, je commence dans ma tête à créer ailleurs parce qu'en fait, moi, je suis un idéateur. J'ai la vision, j'ai des idées. Après, en intelligence collective... C'est facile à vivre, ça? Question sensible. J'ai vu sa tête. Moi, je suis un idéateur. Et elle à côté.
effectivement, c'est pas forcément facile à vivre parce qu'on me dit toujours ouais, mais tu vas trop vite, tu vas trop loin, tu vois, dans tes pensées. Je suis beaucoup dans l'abstract. Mais après, il y a des gens qui sont dans le faire. Non, tu es dans le faire aussi, tu es dans le concret. Oui. Rico, par exemple, c'est comme ça qu'il est. Dès que je t'entends parler, j'ai l'impression d'entendre parler Rico. Bah, Il y a quelques mois, Rico, il m'emmène dans les arènes là. Ouais. Et puis il me dit, Farzan, on va faire ça, et puis après on va mettre des tables, on va manger. C'est malade ou quoi Ouais. Oui, je sais que c'est vrai. Puis dans 3 mois là, on va faire un événement, on va inviter Pierre Rabhi, il y aura du monde qui va venir, ça va